Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue à cette édition. Les consultations du président de la République par intérim continuent avec les partis politiques. Il a reçu ce matin 6 présidents. Il s'agit des présidents du PDI, de l'UNAM, de l'UMAM, de l'UFDP, du RDS et RPM et enfin du parti Yelema. Pour rappel, l'objectif de ces rencontres est mettre au même niveau d'information les chefs de partis politiques sur l'accord de Ouagadougou et discuter de la tenue prochaine des élections présidentielles de juillet prochain. Mahamadou Doumbia. Sur l'invitation du président de la République par intérim John Kounda Traoré, 6 présidents de partis politiques ont été reçus en audience pour discuter de 3 sujets de l'heure. Il s'agit de l'accord de Ouagadougou, le retour de l'armée à Kidal et la tenue des élections présidentielles et législatives de juillet prochain. Pour la circonstance, chaque responsable de parti politique a ses avis, son opinion, ses analyses. Ouais. Moi, j'approuve ces grandes lignes. Je crois que pour moi, il était difficile de faire mieux. Pour certains, la priorité, c'est l'armée à Kidal. L'armée malienne doit aller à Kidal. C'est prévu par les accords. Il est plutôt serait le mieux. Et ensuite, les préparatifs des élections. Nous avons besoin d'être rassurés sur ces préparatifs. Il y a tellement de zones d'ombre qui constituent des incertitudes qu'on voudrait voir levées. Nous estimons aujourd'hui que la question fondamentale, ce n'est plus aller à ces élections, mais c'est d'y arriver. Cette stratégie de dialogue du président par intérim avec les partis politiques est un signe d'engagement et de bonne foi. Nous n'avons pas la même vision que lui par rapport à l'accord préliminaire et naturellement, nous estimons que des dispositions doivent être prises. Nous comptons toujours que si les Maliens rapatriés ne sont pas rentrés, les élections ne peuvent pas être transparentes. Nous pensons aussi que pour l'instant l'armée malienne n'est pas à Kidal et ceci constitue une exigence pour l'opinion publique malienne. Suite à l'accord de Ouagadougou, la reconnaissance de la laïcité, de l'intégrité du territoire national sont de grands acquis et le problème du Nord doit être définitivement réglé. Il est souhaitable qu'on sorte maintenant du tête-à-tête avec les groupes armés, que le processus de paix soit le plus inclusif et fasse adhérer l'ensemble des communautés du Nord et l'ensemble des communautés nationales pour que cette fois-ci, la paix que nous allons mettre en place soit une paix qui engage tout le monde. Notre pays se devait de baliser le chemin pour que la présidentielle à venir se déroule sur toute l'étendue du territoire national du Mali. Et cela, grâce à l'accord préliminaire, est désormais possible. Et je crois donc que de ce point de vue-là, il y a une avancée. Puissent ces rencontres servir de cadre fructueux qui nous conduiront vers un Mali plus meilleur où il fait bon vivre. La Cour constitutionnelle prépare elle aussi activement l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. En partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, elle organise un séminaire de 3 jours sur le contentieux électoral. L'objectif est de s'approprier davantage les textes pour mieux gérer les litiges qui pourraient naître à l'issue de l'élection à venir. Brahma Traoré. Par contentieux électoral, entendez les litiges qui peuvent naître au terme d'un scrutin. Comment gérer ces litiges? La Cour constitutionnelle mène la réflexion à travers un séminaire d'échange. L'exercice devra permettre à la juridiction de mieux s'approprier les textes dans la perspective de l'élection présidentielle de juillet prochain. En organisant ce séminaire en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, la Cour constitutionnelle du Mali veut être fortement outillée pour gérer au mieux le contentieux électoral. Il s'agit donc, dans un souci d'anticipation, de réfléchir aux problèmes juridiques qui ne manqueront pas de se poser et de pouvoir y faire face avec comme seul repère l'arsenal juridique en la matière. Les décisions de la Cour constitutionnelle doivent se fonder sur les normes juridiques au sommet desquelles se trouve la Constitution. Il ne s'agit donc pas, pour elle, de se substituer au peuple souverain, mais de dire le droit en son nom.
Le séminaire de 3 jours porte sur le contexte et les cadres juridiques des élections. Il est également question des modalités de saisine et des décisions rendues. Sur ce dernier point, il s'agit d'expliquer les motifs d'annulation, les conditions de recevabilité des requêtes et les délais des recours. Le tout pour permettre à l'institution de mieux jouer son rôle dans le processus électoral. Dans le processus électoral, il vous revient, conformément à la Constitution de 1992 et au Code électoral, dans une complémentarité avec les autres institutions, de veiller à la régularité du scrutin et de vider le contentieux lié aux élections. Il s'agit surtout de partager, dans le respect du contexte spécifique du Mali, les expériences riches et diverses en matière de gestion du contentieux des élections. Ce séminaire sur le contentieux électoral s'ouvre au moment où la Cour constitutionnelle est engagée dans le processus de réception des candidatures à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, une élection que la juridiction souhaite crédible et transparente. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le mardi 25 juin 2013, jour suivant s'il y a lieu, à partir de 10h dans la salle de délibération Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur les demandes de levée de l'immunité parlementaire des communications et la séance est publique. La mise en œuvre de l'accord de Ouagadougou bien en marche. Pour preuve, les représentants des forces armées maliennes, des mouvements rebelles de la MINUSMA, de la MISMA et ceux de la médiation étaient hier à Kidal. La délégation conduite par le chef d'état-major de la MISMA, le général Abdul Kadir, était allée dans la capitale des Ifoga afin de procéder à une évaluation des checkpoints de la ville. Nos envoyés spéciaux, Augustine Touré et Aruna Diara, nous en disent plus. Cette visite consacre l'arrivée pour la première fois à Kidal de militaires membres des forces armées et de sécurité du Mali, et cela 18 mois après l'occupation de cette ville. Conduite par le général Abdul Kadir, chef d'état-major de la MISMA, la délégation comprend en outre de hauts gradés de l'armée malienne, des représentants de la MINUSMA, de la MISMA, de la force Serval et des médiateurs de la crise. Objectif, prendre part à une réunion d'étape réservée essentiellement aux experts militaires. Nous sommes venus échanger avec les groupes signataires, avec nos partenaires de la MISMA, MINUSMA et de l'opération Serval pour voir dans quelle mesure on peut avancer sur le choix des sites de cantonnement, commencer le processus de cantonnement puisque la MISMA a commencé à se déployer pour que dans les brefs délais, les forces armées, au moins les premiers éléments quand même puissent se déployer à Kidal. Les discussions sont sur de bonnes bases, encore faut-il que nous continuions à avancer pour respecter les délais conformément à la volonté politique de les faire sans plus tarder dans les brefs délais. Well, the atmosphere has been very encouraging. L'échange d'aujourd'hui était vraiment très fructueux. On a débattu sincèrement et franchement, nous avons atteint des niveaux de satisfaction. Chacun a apporté sa contribution. Cela démontre que le MNLA et le HCIA ainsi que le gouvernement malien sont en train de travailler comme un seul homme pour faire de ce pays un. Les membres de la commission technique mixte ont également fait le tour des différents checkpoints qui bordent la ville de Kidal. La satisfaction est de mise d'un côté comme de l'autre. Le cantonnement et le désarmement sont les mots-clés de ces discussions directes intermaliennes intervenues seulement quelques jours après la signature des accords intérimaires de Ouagadougou. La délégation a également rendu une visite de courtoisie à l'Amanokal Intala Gataher. L'accueil a été des plus chaleureux et des plus cordiaux. Intala a loué l'effort des uns et des autres pour parvenir à un accord entre Maliens. La Manokal a promis de mettre tout en œuvre pour aider à l'instauration d'une paix durable au Mali. Moralité, la paix se gagne de jour en jour et la tendance actuelle donne de l'espoir même aux plus sceptiques. Oumar Amadoun Diko se succède à lui-même à la tête du Parti pour la solidarité et le progrès, PSP. C'est l'une des résolutions du 5e congrès du parti tenu au CICB. Il dirige désormais un bureau de 65 membres pour un mandat de 4 ans. Le point avec Agali Ag Adissa. En prélude à l'élection présidentielle de juillet prochain, les partis politiques affûtent leurs armes pour mieux s'implanter et briguer la magistrature suprême du pays. C'est dans cette optique que les militants du Parti pour la solidarité et le progrès PSP
ont pris d'assaut le Centre international de conférences de Bamako à la faveur du 5e congrès ordinaire de cette formation politique. Au terme des travaux de 2 jours, les délégués venus de 42 sections ont renouvelé leur confiance au professeur Oumar Hamadoun Diko pour diriger les partis. Il est à la tête d'un bureau de 65 membres pour un mandat de 4 ans. Les prochaines autorités sont interpellées sur la bonne gouvernance. Le Mali de demain doit être un Mali décentralisé. L'avenir également de notre pays, c'est aussi les regroupements des formations politiques. Les progressistes ont incité les membres du bureau à adapter les objectifs du parti aux aspirations de la nouvelle génération et aux réalités du moment. Les militants ont réitéré leur reconnaissance aux pays amis qui n'ont ménagé aucun effort pour assister le Mali dans la situation difficile qu'il traverse. Plusieurs formations politiques dont l'ADEMA PSG, l'IRD, les PDS ont témoigné leur amitié à travers leur présence à l'ouverture des travaux de ce congrès. Un congrès à l'issue duquel les militants du PSP se sont engagés à soutenir les candidats de l'Union pour la République et la démocratie IRD. Pour les élections présidentielles, comme vous l'avez entendu, dans 2 résolutions spéciales, avons décidé de soutenir le candidat de l'URD, Soumaïla Cissé. Et c'est la signature de la plateforme d'alliance IRD-PSP par les présidents de 2 partis qui a mis fin aux travaux du 5e congrès du PSP. Le Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau, PDAR-MJCD, présente son candidat à l'élection présidentielle de juillet prochain. C'était lors d'une rencontre au cours de laquelle les membres du parti ont mis un accent particulier sur la participation des jeunes dans le développement du Mali. Mamadou Barayogo, reportage. Le mouvement des jeunes pour le changement et le développement, MJCD, devient le Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau, PDAR-MJCD. Le PDAR-MJCD fait d'une pierre 2 coups en portant sur les fonds baptismaux le parti. Il présente également son candidat à la magistrature suprême. Le Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau, PDAR-MJCD, voit en moi la personne qui incarne le mieux ce profil d'un président qui fera du Mali un havre du bonheur. Il a porté son choix sur ma personne pour défendre ses couleurs à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. J'ai l'honneur de donner mon accord formel et d'annoncer solennellement que je suis candidat au scrutin présidentiel du 28 juillet. Qu'est-ce qui explique le changement de mouvement en parti politique? Le candidat du PDAR répond que beaucoup de réalisations ont été faites, mais le chemin à parcourir reste long, par exemple l'emploi des jeunes. La jeunesse constitue le fer de lance du développement du Mali. De même qu'elle porte en elle les idéaux et les espoirs d'un changement constructif et durable pour un Mali prospère et fort. Les jeunes doivent être inclus dans la vie politique et sociale du Mali et leurs préoccupations doivent être prises en compte. Nous mènerons une bonne politique de l'emploi des jeunes. Concrètement, nous nous impliquerons pour que plus de jeunes occupent des places dans tous les domaines. Nous encourageons l'esprit d'initiative, d'entreprise et de créativité. Nous allons promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Le Parti démocratique pour l'alternance et le renouveau, PDAR-MJCD, entend développer tous les secteurs porteurs pour un Mali nouveau. En 4e région, la jeunesse ADEMA PAJ a tenu hier dimanche sa conférence régionale de section. Cette conférence qui a regroupé les membres du comité exécutif du Parti de l'Abeille et les responsables des sections des jeunes a été une occasion pour remobiliser les militants pour une participation massive aux échéances prochaines. Candice, la correspondance. Statutaire, la conférence régionale de la jeunesse ADEMA de Ségou aura été une occasion pour les militants à la base et les responsables du parti d'échanger sur les questions liées à la vie du parti, mais aussi sur le processus électoral dont l'un des enjeux majeurs demeure l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Par rapport à ce rendez-vous important, la jeunesse ségovienne en appelle à une participation citoyenne. Cela passe forcément par l'acquisition de la carte NINA. Tout ce que nous voulons de la jeunesse de Ségou, c'est une forte mobilisation pour les élections à venir. Et cette mobilisation se réalise après avoir enlevé les cartes NINA, qui sont très très importantes pour les élections de 2013 et les autres à venir.
Même son de cloche du côté des structures du parti au niveau national. Camarades jeunes de Ségou, le constat est là. Nous avons toute l'impression que les jeunes ont pris leur destin en main. Il ne reste pour moi qu'au nom du Bureau national de la jeunesse Adema, à vous mettre en mission chacun et chacune, pour que vous alliez dans les familles, vous allez dans les villages, au marché, au pâturage, au jardin, dire aux militants, aux citoyens de Ségou de sortir et de se mobiliser et de voter massivement. Au nom du comité exécutif de l'ADEMA, je voudrais vraiment vous saluer, vous féliciter pour la grande mobilisation. Ceci demande de tout l'intérêt que vous portez au parti, de l'intérêt que vous portez aux élections à venir, de l'intérêt que vous portez à votre propre avenir. Des motions de soutien ont été adressées à Dioncounda Traoré et à son gouvernement. Les jeunes de Ségou ont réitéré leur détermination à œuvrer pour des élections libres, transparentes et apaisées. Signature d'un protocole d'adhésion officiel à Gao, des militants et militantes du PDS de la ville font désormais partie de la grande famille du Rassemblement pour le Mali, RPM. Drissa Koné nous fait le point. Avant les échéances de la présidentielle de juillet prochain, certains partis de notre pays ont décidé de faire front commun comme pour dire que l'union fait la force. C'est ainsi que le programme de gestion du RPM en faveur du pays a séduit des militants et militantes de la région de Gao. Sans tarder, ils l'ont magnifié par la signature d'un protocole d'accord d'adhésion officielle au Rassemblement pour le Mali RPM. Je déclare solennellement en toute indépendance notre démission du PDS et notre adhésion au Rassemblement pour le Mali RPM. Pour les militants du RPM, l'heure n'est pas au décompte de la date d'adhésion du PDS à la famille du RPM, mais aux actes à mener sur le terrain. La section RPM de Gao souhaite que la finalité visée, à savoir nous retrouver autour d'un candidat unique, qui est notre espoir. À travers ces protocoles d'accord, les militantes du RPM ont vu leur capacité renforcée par le nombre de femmes venues dans la grande famille du Rassemblement. Je suis ravie parce que quand vous voyez même la qualité de l'événement de la foule, c'est les femmes qui sont en surnombre. Et ça me fait plaisir en tant que présidente du Bureau national des femmes. Des intervenants se sont succédés à la tribune pour témoigner de la pertinence du combat. Ibrahim Boubacar Keita. Et nous avons cette série de communiqués par rapport aux opérations de remise des cartes Nila. Le gouverneur du district de Bamako invite tous les agents retenus dans les opérations de remise des cartes Nila dans le district de Bamako de bien vouloir se présenter dans leurs communes respectives afin d'une part de prendre connaissance des lieux de distribution auxquels ils appartiennent et d'autre part de faire connaissance avec les différents coordonnateurs et chefs d'équipe selon le calendrier suivant. Mercredi 26 juin 2013, commune 1 de 9h à 11h, commune 2 de 11h à 14h, commune 3 de 15h à 17h. Jeudi 27 juin 2013, commune 4 de 14h30 à 16h30, commune 5 de 11h à 14h et commune 6 de 9h à 11h. Toute absence sera préjudiciable aux intéressés. Le gouverneur du district sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tout un chacun. Et ce taux de communiqué, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire informe les électeurs et électrices que les travaux d'établissement des listes électorales sont prorogés du 25 au 27 juin 2013. L'administration territoriale de la décentralisation et de l'aménagement du territoire informe aussi les électeurs et électrices que la remise des cartes Nina démarre le vendredi 28 juin 2013 sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires. Le ministre invite chacun à se rendre dans les lieux déterminés par les sous-préfets, le gouverneur du district, les ambassadeurs et consuls pour se procurer sa carte. L'électoral de France, depuis le 5 juin, tous les jours, l'info générale va être avec l'addition générale. Juste quand on se parle de cette mission, est à voir.
Ici, si la commission administrative d'établissement des listes électorales nous l'invite avec 2 cartes. Le second est enrôlé Babo qui choisit de montrer la carte. Si vous avez été enrôlé lors des avec les transferts des acteurs potentiels. Donc vous êtes électeur pour cette tâche appelle commission d'administration. Donc vous pouvez assurer que vous êtes sur la liste des électeurs potentiels. Si vous avez été enrôlé en France, votre carte NINA se trouve en France. Donc quand les cartes NINA vont venir, on fera un communiqué et vous viendrez, on vous donnera votre carte NINA. Quant à notre électeur enrôlé à Bamako, il doit signaler à la commission son désir de voter en France. Il sera alors inscrit sur la liste des transferts, mais ce n'est pas tout. La deuxième phase pour vous, c'est de faire une procuration. On a établi un spécimen de procuration. Voilà ce spécimen qui doit être signé soit par l'ambassadeur ou le consul général. Donc vous devez prouver que vous avez été enrôlé lors des opérations du RAVEC en nous fournissant ce qu'on appelle votre récépissé. Donc en ce moment, vous donnez mandat à une personne qui se trouve au Mali pour retirer votre carte NINA auprès des agents de remise des cartes NINA. Place à la pratique. Muni de son numéro du RAVEC, notre électeur enrôlé à Bamako est inscrit sur la liste des transferts. Il remplit en même temps le formulaire de procuration. Depuis ce matin se tient une session de validation technique de l'étude d'évaluation des travaux restants du projet aéroport de Bamako. L'objectif de cette session est de partager avec la Banque islamique de développement et la partie malienne le rapport provisoire de la société canadienne chargée des travaux d'achèvement du projet aéroport. Garibou Pérou, compte rendu. Les travaux du projet de modernisation et d'extension de l'aéroport international Bamako-Sénou vont bientôt redémarrer. Arrêté en janvier 2012 suite à la crise, le gouvernement du Mali a mis en place en janvier dernier une mission d'achèvement du projet de l'aéroport. Cette session qui se tient dans ce contexte permettra d'évaluer et de valider l'étude technique des travaux restants du projet aéroport. Techniquement, d'un point de vue du bâtiment, c'est exactement à peu près où on l'a laissé. Donc, c'est vraiment des travaux architecturaux dans un premier temps. Et deuxièmement, les équipements. Donc, on était rendu à l'étape de poser, d'installer et de mettre en marche tous les équipements qui sont requis pour un aéroport. Pour l'achèvement des travaux, le Mali a formulé une requête de financement auprès de la Banque islamique de développement. Après l'expertise de la mission d'achèvement du projet de l'aéroport, ces travaux seront réalisés par Roche Group Conseil, une société canadienne. Pour ne pas être pris à défaut, parce qu'on a reçu une requête de gouvernement, on a fait une provision d'environ 40 millions de dollars. Donc, mais l'étude de justement qu'on vient de faire, la validation de cette étude-là, va nous permettre de fixer les coûts. Il s'agit de magnifier le début d'un processus d'achèvement du nouveau terminal passager de Bamako-Sénou et de ses infrastructures connexes qui, une fois réalisées, contribueront durablement au désenclavement extérieur et au développement économique du Mali. La mission d'achèvement du projet de l'aéroport est rattachée à la primature. À l'issue des travaux, un programme détaillé sera élaboré et présenté par le groupe canadien. Programme qui devra doter les partenaires et la partie malienne des moyens d'évaluation sur les derniers coûts du financement des travaux du projet aéroport Bamako-Sénou. Les travaux de la deuxième session de la Grande Commission mixte de commerce, de coopération économique et technique Mali-Turquie ont pris fin à Ankara le 20 juin dernier. À l'issue des travaux, les deux parties ont procédé à la signature de 4 accords et la prochaine session, la troisième de la Grande Commission mixte de commerce, de coopération économique et technique aura lieu à Bamako en 2014 et le Mali était représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Hubert Koulibaly. Le Mali en quête d'une nouvelle architecture de sécurité pour asseoir les acquis démocratiques. Les acteurs politiques, la société civile et les représentants du corps diplomatique se donnent 2 jours pour soumettre des propositions aux autorités maliennes. Les 2 jours de débat devront permettre de situer la responsabilité de tout un chacun pour bâtir un Mali nouveau. Mohamed Diarra, compte rendu. Quelle nouvelle architecture de sécurité pour le Mali? Une question lancinante et transversale qui réunit l'ensemble des différents acteurs à l'école de maintien de la paix. Le but des initiateurs est d'asseoir les balises d'un nouveau Mali démocratique avec des institutions fortes. Une architecture pour un pays, elle sert, disons, à sécuriser l'ensemble du pays
l'ensemble de ses intérêts également, internes et externes. Une architecture de sécurité, ça sert aussi de parade contre les facteurs d'insécurité et de criminalité qui prolifèrent aujourd'hui dans le monde et en particulier dans la bande sahélo-saharienne à laquelle nous appartenons. La discussion sur la future architecture de sécurité pour le Mali va au-delà de la réforme des forces armées et de sécurité, estime la représentante de la Fondation Friedrich Ebert. L'idée de la conférence est d'inviter les acteurs de la sécurité à une redistribution et un partage des rôles sur toute la chaîne de commandement. La politique de sécurité est très importante dans la vie de la nation. Dans un système démocratique qui fonctionne, la politique de sécurité devra être soumise au contrôle démocratique, car la sécurité est l'affaire de tous. C'est pourquoi, dans la perspective d'une réforme de l'architecture de sécurité, il est important d'identifier le rôle des différents acteurs et s'assurer que chaque acteur contribue effectivement au respect et la mise en œuvre de dispositions sécuritaires élaborées par l'État. La tenue de cette conférence répond à un besoin exprimé par les autorités maliennes lors des États généraux sur la sécurité et la paix en 2005. Il est donc urgent de réfléchir à la nouvelle architecture de sécurité qu'il faut pour le pays. Cette conférence, conjointement organisée par la Frédéric Ebert Stiefing et le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, vient donc à point nommé. Pendant 2 jours, des experts de haut niveau, militaires et civils, vont exposer sur ce thème et apporter des éclairages qui seront utiles pour la gestion future de la sécurité au Mali. 5 thèmes seront débattus pendant les 2 jours. Les acteurs vont faire l'état des lieux de la sécurité au Mali, la politique de la défense au Mali, le rôle des parlementaires et de la société civile dans la gouvernance de la sécurité et de la paix au Mali. Conférence préparatoire des ministres africains de l'environnement autour de la Convention de Bamako qui date du 30 janvier 1991. Depuis ce matin, les experts d'une trentaine de pays sont regroupés pour évaluer les dispositions légales en vue d'une mise en œuvre effective de la Convention. Notons que l'UDI traité interdit l'importation vers l'Afrique de tout produit dangereux. Le compte-rendu de Moïse Traoré. L'Afrique veut prendre son avenir en main dans le domaine de l'environnement. Sur le continent, on estime urgent la mise en œuvre de la Convention de Bamako. Avant la réunion ministérielle, les experts évaluent l'application du traité adopté le 31 janvier 1991 par 51 pays africains. Un traité qui interdit l'importation vers l'Afrique de tout type de déchets dangereux. Notre continent est prêt à montrer au monde notre résolution à gérer les déchets dangereux dans notre continent à travers la Convention de Bamako. Et nous mettrons ici et ensemble toutes les dispositions légales pour la remettre debout et assurer sa bonne marche pour toujours. Attendue depuis une vingtaine d'années, cette nouvelle concertation interafricaine à Bamako regroupe les experts d'une trentaine de pays. Il s'agit de mettre à côté nos différences pour nous concentrer simplement sur notre dénominateur commun. Protéger les ressources naturelles, protéger l'environnement de ce continent pour que les populations de ce continent puissent jouir de l'utilisation de leurs ressources. La représentante de la Commission de l'Union africaine apporte le soutien de l'organisation. Fatoumata Ndoye Diallo a préconisé la mise en œuvre effective des mécanismes de lutte contre les différentes formes de pollution. Un point de presse a suivi la cérémonie d'ouverture en présence des ministres burkinabés et mauriciens de l'environnement. La réunion des ministres est prévue pour mercredi. En 5e région, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konaté, a remis au nom du gouvernement du Mali un chèque de 100 millions de francs CFA à 200 commerçants détaillants de la région de Mopti, victimes de la crise sécuritaire. Cet élan de solidarité s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du projet d'appui aux commerçants détaillants en bon partenariat avec la Banque malienne de solidarité. Correspondance Jules Sambou-Sissoko. Ce geste est le témoignage éloquent de l'engagement du gouvernement du Mali à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie à apporter un appui et sa solidarité aux commerçants détaillants victimes de la crise sécuritaire dans la région de Mopti et membres du Centre régional de gestion agréé. L'opération spéciale de financement des commerçants détaillants de la région de Mopti
concernera 200 bénéficiaires qui recevront chacun de la BMS SA un prêt de 500 000 francs CFA, soit un montant cumulé de 100 millions de francs CFA. Les heureux bénéficiaires de ces prêts proviennent des cercles de Douanza, Koro, Mopti, Tenenkou et Iwaru. Je vous invite à faire un bon usage de la somme afin de faire face aux échéances de remboursement convenues avec la BMS SA. Cet appui qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux commerçants détaillants va contribuer à la relance des micro-activités. C'est pourquoi le représentant des bénéficiaires et le président du centre de gestion agréé ont remercié les plus hautes autorités du Mali avant de promettre que les fonds remboursables en 2 ans seront utilisés à bon escient. Nous prenons l'engagement qu'un bon usage sera fait des fonds ainsi octroyés à travers le respect scrupuleux des différentes échéances de remboursement pour permettre aux nombreux adhérents qui attendent encore leur tour d'être financés. La BMS est la première banque à accompagner le projet d'appui aux commerçants détaillants et demeurera toujours aux côtés du département du commerce et de l'industrie dans sa lutte contre la pauvreté. Auparavant, le maire de la commune urbaine de Mopti avait salué le sens de cette cérémonie et le geste qui se poursuivra et s'étendra dans les mois à venir aux autres commerçants détaillants de la région de Mopti, victimes de la crise, a précisé le ministre. Et toujours à Mopti, ouverture ce lundi à la Cour d'appel des Assises au titre de l'année judiciaire 2012-2013. La session qui va durer 2 semaines porte sur 23 affaires avec 42 dossiers. Moustapha Doumbia. Il s'agit de la première session ordinaire de la Cour d'assises de Mopti au titre de l'année 2013. Une session qui a à son rôle 23 affaires pour 42 accusés. Les affaires concernent entre autres des cas de meurtre, de vols qualifiés, d'incendies volontaires, de détention illégale d'armes à feu et de tentatives de viol. On serait tenté de dire 23 affaires seulement. Mais ces 23 affaires ont au nombre des accusés qui peuvent égaler un rôle de 50 dossiers. Selon le procureur général près la Cour d'appel de Mopti, l'ouverture des assises est une opportunité pour les parquets de passer en revue certaines préoccupations de l'heure, notamment les crimes commis dans le nord du pays. Alfisseni Diop a aussi déploré la destruction de certains dossiers concernant les détenus de Tombouctou, Gao et Kidal transférés dans d'autres régions. La justice, toutefois, doit suivre son cours normal. Il est inadmissible de tolérer de nos jours au Mali une vieille nation pétrie de plus de 1000 ans d'histoire, une civilisation basée sur le dialogue permanent et la coexistence pacifique, que certains continuent à recourir aux armes comme mode d'expression. Des gens qui du reste se sont illustrés par leur ambiguïté politique, leur complicité terroriste et leur velléité sécessionniste. A signalé que la cérémonie d'ouverture de ces assises a enregistré la présence des autorités administratives et politiques ainsi que le public. Lancement de la campagne agricole 2013-2014 de l'Office du Niger, c'était le week-end dernier. Cette année, il est attendu une production totale d'environ 738 000 tonnes de riz paddy. Les acteurs ont mis en exergue le système de riziculture intensif. Retrouvons notre correspondant à Ségou, Brahima Kone. La cérémonie de lancement de la campagne agricole 2013-2014 de l'Office du Niger n'a pas enregistré la ferveur d'antan. État d'urgence oblige. Dans la plus grande simplicité, les acteurs ont fait le bilan de la campagne 2012-2013. Au titre de la campagne agricole 2012-2013, le nombre d'exploitants agricoles familiales était de 55 837, dont 3 290 femmes chefs d'exploitation, pour une population totale de 379 714 habitants. Les réalisations en saison ont porté sur 99 406 hectares pour une production de 564 606 tonnes de paddy avec un rendement de 5 tonnes 860 à l'hectare. Il est attendu cette année une production totale d'environ 738 000 tonnes de riz paddy, soit une augmentation de 6% par rapport à la campagne précédente. Cet objectif ne saurait être atteint sans la satisfaction des exploitants apparemment engagés en matière d'intrants. On va mobiliser toutes nos populations braves
Alors pour y parvenir à atteindre les objectifs, s'il n'y a pas d'intrants suffisamment, alors comment ces objectifs pourront être atteints? Reste à améliorer davantage la quantité d'engrais pour l'atteinte des résultats escomptés. Le président directeur général de l'Office du Niger a animé une conférence de presse sur les grands défis de l'Office du Niger, parmi lesquels la bonne gouvernance et l'intensification de la production. L'un des temps forts de cette cérémonie a été le repiquage en système de riziculture intensif et série. Les forces maliennes au chevet des populations d'Anifis, après avoir chassé donc les rebelles du MLNA du village d'Anifis, place à la prise en charge des populations, notamment leur santé. Les femmes ont commencé à donner gratuitement des soins aux populations. 200 consultations ont été enregistrées en 2 jours au centre de santé communautaire d'Anifis. Daura Sidiki Diarra, Massa Doumbia sont nos envoyés spéciaux. Nous sommes en période de canicule où les thermomètres affichent parfois 48 degrés Celsius à l'ombre dans certaines parties du septentrion malien. Et ce sont les personnes âgées ainsi que les enfants qui sont souvent les plus touchés par des maladies de toutes sortes. C'est pourquoi l'opération Badengo a organisé ces journées de consultation afin de donner gratuitement des soins aux populations malades. Les médicaments que nous utilisons sont mis à la disposition du commandement de l'opération Badengo pour la prise en charge des militaires. Avec ces stocks, nous essayons de gérer les militaires et les civils avec ça. Donc, si on pouvait avoir des stocks de médicaments, ça nous aidera vraiment dans notre tâche. Pour la réussite de ces opérations humanitaires, des médecins et infirmiers des forces armées du Mali ont été mobilisés. L'opération a commencé chaque fois qu'on arrive au niveau d'un village, on essaie de prendre attache avec les agents de santé sur place qui ne sont jamais là, ça se comprend, pour essayer de satisfaire cette population qui, depuis plusieurs mois, n'avait pas accès aux soins. Ces opérations qui rentrent dans le cadre des activités civilo-militaires rapprochent davantage l'armée de son peuple, d'où la réaction de ces patients qui ne cachent pas leur joie. Et maintenant, depuis que l'arrivée de l'armée, on pense que ça va, on est trop content. Parce qu'on voit que tout ça va changer, on a eu les médicaments maintenant, on voit les gens qui sont bien avec nous. Les populations qui avaient fui commencent à revenir chez elles avec un seul mot d'ordre, la paix, et rien que la paix, et l'armée malienne est là pour les sécuriser. L'association Femmes et Droits Humains mobilise les femmes du cercle de Kati à s'impliquer dans le jeu politique. L'association vient de lancer un programme d'éducation des femmes du cercle à la gestion de la démocratie. Adama Koulibaly, reportage. Les femmes sont conscientes qu'elles battent les hommes en nombre après décompte de la population du pays. Elles savent aussi qu'elles sont incontournables dans le jeu politique. Mais qu'avec ces avantages, leur voix ne porte pas loin au moment des prises de décision pour la recherche de solutions aux préoccupations. La troupe Yerako de Kati, dans un sketch, montre que l'absence des femmes aux instances de prise de décision est liée aux occupations des femmes dans les foyers. Les responsables de l'association Femmes et Droits Humains demandent à leurs sœurs, à leurs mères, de chercher à se défaire de ces carcans. Je dirais aux femmes qu'on a assez mobilisées. Je dirais aux femmes qu'on a donné assez d'électorat aux hommes. Je dirais aux femmes que nos intérêts stratégiques ne sont pas pris en compte dans les plans de développement de nos communes. Je dirais aux femmes que nos intérêts stratégiques ne sont pas pris en compte dans l'Assemblée nationale du Mali. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est d'accord avec le fond de cette lutte des femmes de Kati. La participation politique des femmes au Mali contraste avec leur poids démographique. Au niveau national, seulement 15 femmes sont à l'Assemblée nationale. Au niveau communal, il n'y a qu'une femme, mais donc une femme dans le bureau, et 3 conseillers dans la commune urbaine de Kati sur 29 élus communaux. Ce programme d'éducation des femmes à la démocratie va concerner les femmes des communes de Kati, Kambila et Yelekebougou. Le programme est financé par l'ONG Oxfam Novive qui était représentée à ce lancement. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant vient d'effectuer une visite de travail à Nairobi, au Kenya,
où elle a participé du 18 au 19 juin à la réunion régionale des ministres en charge du genre sur l'avortement non médicalisé et la mortalité maternelle en Afrique. Cette réunion a permis à Madame le ministre de partager l'expérience du Mali en matière d'avancée sur l'état d'exécution du protocole de Maputo et de la CDF, convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la mortalité maternelle et néonatale et l'avortement à risque. Allez, du sport, football, avec le résumé de la Coupe du Mali. Les 2 derniers quarts de finale se sont joués. Hier, au stade Modibo Keïta, le Nianao de Koulikoro a éliminé l'ASB 1-0 et le stade malien de Bamako a pris le meilleur 1-0 après prolongation sur l'AS Real. Retour sur ces 2 matchs avec Siragatou Sissi. Pour voir un face-à-face Stade malien de Bamako à Esseral en Coupe du Mali, il faut remonter au 5 juillet 2010 en demi-finale de cette même compétition. Ce jour-là, la Esseral s'était imposé 2-0. 3 ans après, revoilà stadiste et réaliste, cette fois en quart de finale. L'enjeu est plus qu'énorme pour les 2 meilleures équipes du moment. Le Stade malien de Bamako est champion et la Esseral solide deuxième 53 points à 4 journées du terme. Ce quart de finale a été rude. Le gardien et capitaine Soumela Diakité, touché au menton suite à un contact avec Moussa Kone, est remplacé par Ibrahim Bosso Munkoro à la 37e minute. Cette blessure a entraîné 10 minutes d'arrêt de jeu. 2 faits marquants sont à signaler dans le temps additionnel de la première mi-temps. Côté stade, Lamine Diawara est taclé par derrière dans la surface de réparation. Côté Aïsseral, Ibrahim Bosso Munkoro fauche Moussa Kone, là aussi dans la surface de réparation. Aucune de ces fautes ne sera sifflée par l'arbitre international Mahamadou Keïta. La seconde mi-temps sera à son tour hachée. Les fautes s'enchaînent au même titre que les cartons. 10 jaunes et un rouge au total. On joue la 105e minute des prolongations. Mamadou Koulibaly du stade envoie une frappe en pleine lucarne. Almami Sogoba est battu. 1-0. Un but libérateur qui qualifie les Blancs du Stade malien de Bamako pour les demi-finales de la Coupe du Mali, 53e édition. Je remercie les bons dieux. Je pense que le match a été un peu difficile, mais par finir, on a pu tirer notre épingle du jeu. Bon, c'est le football, il fallait s'attendre à un match très difficile, vu notre position en championnat. On est une équipe à battre aujourd'hui, tout le monde veut nous battre. Bon, on est confronté à des problèmes à chaque match. Bon, on essaie d'être efficace. Bon, on n'a pas été très efficace, mais on a pu marquer le minimum. Ouais. Dans le camp des Scorpions de l'Asseral, les joueurs et l'encadrement technique nous ont superbement dribblés lors de la séance d'interview. Le second quart de finale de la soirée, ASB Niana de Koulikoro, a été moins passionnant. Presque au bord de la relégation en division inférieure, l'ASB n'a que cette Coupe du Mali pour sauver sa saison. Le Niana de Koulikoro, assuré de maintien, veut aller loin. Un seul but a suffi au Koulikorois, œuvre de Ismaël Silla sur penalty à la 44e minute. C'est d'ailleurs le score final. On est content parce qu'on a gagné. On a préparé ce match. C'est pourquoi on a joué l'autre jour contre le Djeliba. On n'a pas amené l'effectif au complet. Donc on a préparé ce match. On a gagné. Je félicite tous les joueurs et puis tous les dirigeants du Yana. Et on continue à préparer la demi-finale aussi. Moi, je suis vraiment déçu. Vu vraiment le jeu vraiment qu'on a produit, vraiment, si on n'a pas pu gagner ce mois, vraiment, moi je pense que c'est vraiment un malheur vraiment qui frappe quand même à terre des garçons. Mais je pense bien que si on n'est pas quand même qualifié, on va se concentrer sur le championnat pour quand même se maintenir, quoi. Donc je pense que c'est ce que ça fait. Le Niana de Koulikoro, l'unique équipe régionale, disputera donc les demi-finales de la Coupe du Mali. La dernière, c'était en 2009. Voilà, de belles rencontres hier au stade Modibo Keïta. Et autre grand titre de ce journal, avec notre chronique santé du jour qui porte sur l'infirmité motrice cérébrale ou IMC, une affection qui touche essentiellement les enfants et qui peut les handicaper à vie. Tenez-vous bien, sur 1000 enfants consultés au service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré, 300 à 350 le sont pour l'infirmité motrice. Et nombreux sont ceux qui gardent à vie un handicap sévère. Tchessera Dambélé et Karunga Konate sont allés voir.
Geste mal coordonné d'un enfant en service de pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré, signe d'une infirmité motrice cérébrale, une affection qui touche dans le monde entre 40 et 60 millions d'enfants. À l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, 300 à 350 enfants sur 1000 consultés en pédiatrie le sont pour ce handicap et une forte proportion d'entre eux garderont un handicap sévère, principale manifestation de l'IMC. L'enfant à 3 mois, 5 mois, 6 mois n'arrive pas à tenir la tête. Pour ce qui est de la position assise, il ne peut pas s'asseoir. Arrivé à l'âge de marcher à 4 pattes, il ne peut pas marcher à 4 pattes. Arrivé à l'âge de la marche autonome, il ne peut pas les accueillir. Il fait tout en retard en somme. Toutes ces acquisitions sont en retard chez ces enfants-là. En dehors de la motricité, ces enfants vont avoir de grosses difficultés par rapport à la vision. Souvent, c'est les yeux qui dévient. Donc, ils ont des problèmes, des difficultés visuelles, même des difficultés à pouvoir identifier les lettres. Ils ont également des difficultés d'élocution. De grosses difficultés d'élocution, ce sont des enfants qui vont parler très en retard et quand ils parlent, c'est vraiment difficile à comprendre. Les statistiques disent également que 20% des cas d'IMC sont liés aux difficultés de l'accouchement. Mais la gamme de causes est plus large, infection avant, pendant, après la naissance et la liste n'est pas close. À l'origine de ça, une infection de la maman, une infection génitale qu'on appelle choria amniotite qui peut monter pour être simple et toucher l'enfant. Donc on les appelle nous des embryos fœtopathiques. Et par rapport à ça, je crois il y a la syphilis qui est possible, il y a la rubéole congénitale, la cytomégalo, toutes les infections avant la naissance qui peuvent survenir chez la mère peuvent être à l'origine d'une infection du système nerveux central et entraîner des lésions et être à l'origine de ce problème. En dehors de ça, il y a des pathologies de la maman elle-même, de la maman, les maladies de la mère comme le diabète, et qui sont des facteurs favorisants, mais pas des étiologies. L'absence de cri chez l'enfant qui naît est un des signes qui doivent alerter les parents dès la maternité. Les spécialistes nous disent que le plus grand problème au Mali, c'est la souffrance fœtale. Éviter à son enfant ce type de handicap demande une vigilance sur toute la ligne, à commencer par la surveillance des grossesses. Donc, une des mesures de prévention, c'est la surveillance de nos grossesses pour détecter les grossesses à risque et pour éviter justement qu'il y ait ces problèmes-là à un moment quelconque. D'autres mesures nous sont conseillées pour faire face aux problèmes d'hygiène de tous les jours. Il faut, par rapport à la méningite, vacciner. Par rapport au palu, assurer la prévention du paludisme et lutter contre les maladies diarrhéiques qui peuvent être source de déshydratation. Des mesures simples qui sont accessibles et qui permettent d'éviter une telle catastrophe, parce que réellement c'est une catastrophe. La prise en charge de l'infirmité motrice cérébrale commence par son diagnostic en pédiatrie, mais elle est surtout multidisciplinaire, impliquant neuropédiatres, kinésithérapeutes, orthopédistes, psychomotriciens, neurochirurgiens. Ici, dans de nombreux cas, on arrive à aider l'enfant à se scolariser, mais les grands défis restent nombreux au Mali. Par exemple, l'adaptation des textes et des structures d'accueil pour ce type de handicap. Voilà, la suite de ce journal, Mamadou Fatoroma Traoré n'est plus. L'ingénieur agronome à la retraite officier de l'Ordre national du Mali s'est éteint ce samedi chez lui à Lafiabougou. Il a été accompagné hier à sa dernière demeure. Nouhoum Sissogo a suivi le cortège funèbre. Mamadou Fatoroma Traoré nous a quittés ce 22 juin à 14 ans.
Né à Séguédougoucon, dans la région de Sikasso, il a fait ses études primaires à Cléla, puis secondaires au lycée Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia. Il poursuit ses études supérieures à l'université Karl Marx et à la faculté d'agronomie de Leipzig, en Allemagne. Il sort avec le diplôme d'ingénieur en agronomie. Un homme qui aimait vraiment son pays et qui était passionné de savoir. Et je ne suis pas surpris qu'il se soit lancé dans la recherche. C'est une grande perte pour nous autres. Mamadou Fatogoma Traoré mettait de la rigueur dans tout ce qu'il faisait. Il a assuré une bonne éducation à sa postérité. Il était exigeant, vraiment sévère envers nous, vraiment pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Une personne très aimable, mais assez efficace quand même. Quand il demandait de faire quelque chose, on était tenu de le faire. Dans l'oraison funèbre, le représentant de la grande chancellerie des ordres nationaux dira que c'est un patriote engagé, homme de conviction, intègre et loyal. Ce qui lui a valu en 2005 le grade d'officier de l'ordre national. Il a occupé plusieurs fonctions, entre autres, directeur de l'IER, membre du conseil d'administration de l'ICRISAT et de l'Institut du Sahel, conseiller technique au ministère de l'Agriculture avant de faire valoir ses droits à la retraite en 1998. Mamadou Fatogoma Traoré repose désormais au cimetière de la Fiabougou, laissant derrière lui une veuve, 4 enfants et plusieurs petits-fils. Que la terre lui soit légère. Amen. C'est tout pour ce 20h. Merci d'avoir suivi en notre compagnie. Les programmes de l'ERTM continuent. Pas de journal télévisé de formation ce soir. Vous retrouverez toute l'équipe demain soir après le journal de 20h pour une édition complète.